bref, puisque j'ai l'honneur de conclure cette journée, mais dire quand même tout le plaisir que j'ai à être ici ce soir et aujourd'hui et demain. Remercier Sophie Bache, Michel Espagne et Alexandre Farnoux, qui savent l'art, qui ont l'art, qui fait des grands chercheurs, à mon avis, de réunir sur des thématiques communes des gens qui, a priori, n'auraient pas nécessairement éprouvé le besoin de se réunir. Et donc, je suis très heureux aussi que Étienne Bérard soit parmi nous aujourd'hui, parce qu'il enrichit ce débat et rappelle qu'il n'est de science humaine que si l'on fait réintervenir l'homme dans nos débats. Et justement, ici, il est clair que nous avions besoin de votre éclairage, et je suis sûr que les dialogues qui vont venir aujourd'hui et demain permettront de le préciser encore. Alors, j'ai choisi donc, mais fortement poussé par Sophie Bache, de revenir avec vous sur un ouvrage singulier, bien connu des spécialistes, signé de Victor Bérard, comme vous le voyez sur cette image, quoiqu'il n'ait pas participé directement à sa composition finale, puisqu'il est décédé 2 ans auparavant. L'ouvrage paraît en 1833. Pourquoi ce choix de l'étudier? Premièrement, parce qu'il est d'abord et avant tout un album d'images de toute beauté, 165 au total. Je ne sais pas si les plaques de verre, si ces photographies font partie de ce naufrage des plaques de verre que vous évoquiez ce matin, mais c'est vraiment dommage parce que les tirages qu'on en a évidemment sur ces documents ne sont pas d'une qualité remarquable, malheureusement. Bien. Alors il est composé, ce document est composé de planches de photographies reproduites en pleine page ou 2 à 2, réalisées donc par Fred Boissonnat, le célèbre photographe suisse de la première moitié du XXe siècle, légendé et comportant ou non une citation bilingue de l'Odyssée, comme l'illustrent les 3 exemples suivants qui, en réalité, n'offrent qu'une partie des combinaisons possibles. Alors, notamment avec photographie unique comportant légende d'une part et citation de l'Odyssée d'autre part, avec cette très belle photo représentée ici, avec d'autre part un autre système, un autre dispositif reproduisant 2 photographies à légende unique et autre 3e exemple, à 2 photographies à légende unique et citation de l'Odyssée. Bien. Alors, je reviendrai, chemin faisant, sur les jeux de sens entre image principale et texte, mais je vous renvoie surtout ici, en réalité, aux très belles analyses du paysage et du rapport entre texte et image conduites par une jeune chercheuse ici présente, Nuria Laurie-André et Sophie l'école Solnichkin, dans la revue en ligne Texte et Images, et qui porte justement sur ce même type de relation dans l'album. J'ai choisi pour ma part un angle d'attaque un peu différent, parce que cet album me paraît en soi porteur d'un discours fort, largement inédit et novateur sur la Méditerranée. Et j'allais dire, j'étais rassuré ce matin d'entendre que je ne serais pas le seul à l'évoquer finalement à travers l'exemple de cet album. Méditerranée, à l'invention moderne de laquelle, selon moi, cet album participe en image et par l'image justement. Cette invention d'une Méditerranée qui est déjà brodélienne, le terme a déjà été employé également ce matin à mon avis à juste titre, d'une Méditerranée paradoxalement émancipée de sa tutelle grecque et du temps de l'histoire. Après tout, s'il est une histoire, elle est grecque, et elle sera donc le fil conducteur, le thème central de ma brève intervention. Cette piste de réflexion me paraît en effet plus positive que l'anathème qui a frappé et frappe encore Victor Bérard et ses entreprises, de manière très injuste selon moi, au point que, archéologue s'il n'en fut jamais, je défendrai l'idée que c'est un archéologue, il demeure aujourd'hui encore le grand absent des histoires de l'archéologie. J'ai pu encore le vérifier avant de venir, j'ai feuilleté des histoires anglo-saxonnes, j'ai même vu que dans ma propre histoire d'archéologie, je ne l'avais pas mentionné, donc dans la réédition à venir, je le ferai. Et la condamnation de Victor Bérard est encore portée par les meilleurs d'entre nous, tel François Hartog, qui place justement au cœur de ses reproches la fonction principale qu'il prête à l'image photographique chez Bérard, apporter la preuve des hypothèses qu'il a formulées sur la base de l'étude du texte homérique. François Hartog, peut-on dresser une carte des mers du monde
d'Ulysse? Assurément non, car il ne s'agit pas d'un seul espace, mais de plusieurs espaces hétérogènes. Quant à reporter le voyage d'Ulysse sur un routier de la Méditerranée, c'est franchement grotesque. Et y joindre des photographies dont on pense qu'elles font preuve en rendant la démarche scientifique, c'est-à-dire vérifiable, est encore plus grotesque. Non, ces espaces sont différents, déboîtés si l'on veut les uns par rapport aux autres. Ils ne communiquent en certains lieux et selon certaines procédures. Et Ulysse est le seul à les parcourir tous, son voyage ou son errance étant à la fois ce qui les construit et ce qui les relie entre eux. J'allais dire, c'est cela que j'ai lu quand j'ai appris l'histoire grecque. Alors, la violence du propos, le caractère jugé grotesque de la démarche me paraît justement manquer sa cible. Je passerai donc rapidement sur ce point, qui recontextualise la réception de Bérard par les historiens du dernier quart du XXe siècle et au-delà, pour rappeler le contexte de parution de l'ouvrage qui est singulier. C'est donc la parution du dernier volume des Navigations d'Ulysse en 1929. Nous avons rappelé déjà la mort de Victor Bérard en 1931. La parution de l'album odysséen se fait dans le sillage d'Ulysse, dit l'album, en 1933. Et la réalisation en est faite par Jean Bérard avec le concours, nous dit-on en avertissement, de Frédéric Boissonnat et de René Langumier, son secrétaire. Son économie interne est la suivante. L'ouvrage comporte donc un avertissement qui nous enseigne ce que je viens de vous présenter, une préface qui est un extrait plus ou moins réécrit des Phéniciens et de l'Odyssée, comporte donc un album de 165 planches, subdivisé en 9 ensembles d'images correspondant donc à différentes étapes, différentes rencontres du périple d'Ulysse. Et enfin, un index final non paginé, descriptif et explicatif. Les 9 subdivisions de l'ouvrage, on les a déjà évoquées: le royaume des îles, Ithaque, le voyage de Télémaque, Calypso, le royaume d'Alkinoos, l'autophage et Cyclopes, Éole et l'Estrigon, Circé et le pays des morts, de Cyrène en Scylla. L'index. Cet index a été rédigé, nous dit-on, d'après les notes de Victor Bérard. Le lecteur y trouvera les quelques précisions indispensables à la compréhension des photographies, avec des références aux principaux passages des Navigations d'Ulysse qui s'y rapportent. L'indication du tome est donnée en tête des chapitres, celle des pages à chaque photographie. Voici ici donc l'index tel qu'il apparaît à la fin de l'ouvrage. Et ça, c'est un point qui me paraît important, car cette position de l'index en fin de volume le rend peu commode à consulter, surtout dans l'hypothèse d'un va-et-vient entre planches et commentaires figurant dans l'index. C'est pratiquement matériellement impossible, en fait, sauf à passer son temps à feuilleter une... Donc, je retiendrai ici, du coup, 2 éléments. Le rejet en fin de volume de l'index, son caractère peu pratique à consulter, surtout en regard des photographies elles-mêmes, est pour moi en soi une invitation à nous en émanciper, même si le lecteur est invité ardemment à ne pas le faire. Puis se pose, dans le texte même, puis se pose une question. Cet album de photographie est-il réellement incompréhensible face à ce jeu de référence ? Face à cette organisation complexe de l'ouvrage, on peut se poser la question de la part respective de Victor Bérard et de Fred Boissonnat dans la co-rédaction en images de cette invention de la Méditerranée qui me paraît, je l'ai dit, au cœur du projet du livre. Alors, cette collaboration, nous ne disposons que de peu d'informations explicites. L'essentiel des photographies est réalisé en 1912, on l'a déjà évoqué ce matin, à l'occasion d'un voyage donc, en Méditerranée. Les mentions en sont faites dans le journal de Victor Bérard et il a également été fait mention de cela, ce point a déjà été évoqué tout à l'heure. Et la question se pose de savoir si dans cette collaboration, Fred Boissonnat est un simple illustrateur ou co-auteur à part entière du projet. Et pour cela, je présenterai simplement très rapidement l'autre Boissonnat, c'est-à-dire hors Bérard. Alors, je rappelle que le premier volume des Navigations d'Ulysse est dédicacé au bon compagnon de voyage Frédéric Boissonnat.
Je rappellerai également la mention dans le texte même des navigations des relations entre Boissonnat et Victor Bérard. Depuis la première édition de cet ouvrage, je me suis efforcé d'en revoir et d'en compléter tous les arguments. J'en ai refait à plusieurs reprises des voyages, pour en corriger ou préciser les itinéraires. De 1906 à 1911, je suis allé à plusieurs reprises sur les rives siciliennes, algériennes et marocaines pour étudier les côtes de cette Phénicie de l'Occident, le terme est évidemment intéressant, qui s'étendait de Carthage à Soloïs. En 1912 surtout, j'ai pu consacrer les mois de juillet et novembre à une révision complète des sites odysséens. J'avais pour compagnon en ce long voyage mon ami M. Frédéric Boissonnat, dont tous les hellénisants connaissent les chefs-d'œuvre photographiques. Avec lui, j'ai pu suivre Ulysse, de la grotte de Calypso au manoir d'Alkynos, et quelques 1200 clichés. 1200 clichés, donc à l'arrivée nous avons 165 photographies, m'ont permis ensuite de reprendre mot par mot toutes les descriptions et paysages, tant des récits que du voyage et de la vengeance. La guerre balkanique qui survint en cette fin de 1912 et écourta de quelques semaines nos projets nous empêcha seulement d'aborder Soulismar au pays des qui connaissent. Alors, indépendamment de cette collaboration qui s'est nouée, de cette amitié qui s'est nouée entre Victor Bérard et Fred Boissonnat, il existe naturellement un Boissonnat hors Bérard. Et j'en prendrai simplement deux exemples. Deux séries d'ouvrages demeurées célèbres et publiées donc entre 1910 et 1921. D'une part, écrit ou co-composé avec Daniel Bo-Bovy en Grèce par Mons et par Vaux, publié à Genève et à Athènes, avec une préface de Théophile Homole, et en 1919, il y a une erreur là, des Cyclades en Crète au gré du vent, toujours avec la collaboration de Daniel Bo-Bovy. Ces ouvrages sont publiés, sont des ouvrages luxueux, magnifiques, vous pouvez les consulter aux archives de l'école d'ailleurs, et Homole est élogieux sur le projet. Homole nous dit à leur propos que M. Daniel Bo-Bovy et son ami M. Fred Boissonnat étaient partis de Genève, armés l'un de sa plume, l'autre d'un téléphote, pour recueillir en Grèce des impressions et des photographies. Je lis simplement le passage d'Homole, bien qu'il ne soit pas question de la collaboration entre Bérard et Boissonnat, parce qu'il nous donne une idée, malgré tout, de l'art photographique de Boissonnat et de ce qu'il pouvait faire en dehors de cette relation stricte. Périgézèse nouvelle, archéologique et pittoresque, illustrait des plus fidèles et plus séduisantes images qu'on ait peut-être encore données du pays de la lumière et de la beauté, dit-il dans la préface de la page 6. Homole complète son appréciation du texte suivant. Derrière ces planches d'une si belle exécution, on devine d'admirables clichés. M. Boissonnat a su ravir à la Grèce ce qu'elle a de plus exquis, de plus insaisissable, la lumière. Dans le choix des motifs, il était guidé par les souvenirs de l'Antiquité, le renom des sanctuaires, les découvertes des grandes fouilles, Athènes, Épidore, Légée, Mycène, Olympie, Delphes. S'imposait à lui, comme à tous les amateurs ou professionnels qui ont promené à travers la Grèce leur Kodak ou leur 30-40, mais il fallait renouveler une matière si connue. Il y a réussi grâce à la perfection de ses instruments, à une expérience héréditaire, puisque Boissonnat est membre effectivement d'une famille de photographes, et consommé grâce surtout au sentiment d'artiste avec lequel il a su choisir son point de vue, éviter le convenu, découvrir le pittoresque, saisir et accuser le caractère, trouver l'angle sous lequel un paysage s'ordonne naturellement, comme une composition, le moment où une scène s'arrange sans que les personnages aient l'air guindés de gens qui posent ou la niaiserie apprêtée d'un tableau vivant. Et ce qui est intéressant ici dans ce texte, c'est qu'on ne va pas retrouver toutes les caractéristiques de cet art photographique de Boissonnat dans l'album Odysséen. Et notamment, on va voir qu'il y a une série de grands absents qui posent la question effectivement de l'originalité de cette composition. Homole termine en nous disant « Je n'aurai garde de fatiguer le lecteur en décrivant les planches une par une. Il saura bien les admirer sans guide et préférera fort sensément ses impressions à celles qu'on voudrait lui suggérer. » On aurait pu mettre en fait en avertissement de l'album Odysséen éventuellement cette phrase d'Homole. Alors de cet art accompli témoigne
les planches suivantes, par exemple, empruntées aux scènes de la vie quotidienne, fileuses, fours, sources, alternantes avec photographies de monuments, comme on le voit ici dans les deux images suivantes. Vous voyez ici deux images superposées montrant Tisserand d'une part et le temple d'Aphaïa d'Égine. On trouve également composé dans une même photographie, cette fois, deux thèmes, le thème archéologique et le thème ethnographique, voire anthropologique, entre ici la représentation du temple, la photographie du temple de Némée, associée à une scène ici de labour. Et on verra justement que cette agriculture est représentée aussi dans l'album Odysséen. Une autre série d'ouvrages est publiée par Boissonnat à partir donc entre les années 1919 et les années 1921 dans une collection qui s'appelle L'image de la Grèce, dans laquelle justement sont proposées des images de la Grèce à travers notamment l'Épire, berceau des Grecs, Smyrne, Salonique et ses basiliques, ou encore avec la collaboration de Valdemar Deona, Aravanitakis et de nouveau Daniel Bobovi, l'image de la Grèce et de la Serbie. Alors ici, voilà la couverture de ce type d'ouvrage. Je prendrai simplement trois exemples pour caractériser ici l'art de Boissonnat et la relation entre le texte et l'image. Ici, le Parthénon. Pour cette représentation du Parthénon vue de l'intérieur, nous avons un point de vue original lié à un moment original qui est après la pluie. La photo est célèbre. À côté, enfin sous cette image, nous trouvons un commentaire, une légende qui n'impose pas sa vérité à l'image, comme on pourra le voir tout à l'heure, mais qui est en réalité une information. Et vous voyez que ces planches associent impression et discours, pathos et logos, si l'on veut. Autre exemple qui montre l'intérêt de Boissonnat aussi pour une image de la Grèce contemporaine, là, ici, la photo du Musée national. On observe ici le contraste très fort entre l'exotisme de la composition, la végétation luxuriante au premier plan notamment, et la sobriété du bâtiment néoclassique qui abrite, nous dit le texte qui est également ici très descriptif, les chefs-d'œuvre de l'art grec. On notera l'autonomie encore de l'image composée par Fred Boissonnat à travers la photographie de ces grands chênes de Dodone, et ici, accompagné donc d'une brève légende, mais ici, l'image écrase de sa beauté le texte et exprime au mieux ce mode d'expression, en réalité, de cette parole divine à laquelle il est fait allusion, par le choix du motif, les chênes, denses, touffus, par le choix du cadrage et le caractère penché ici de ces chaînes qui font basculer dans l'irrationnel ce document et ce souvenir donc de l'oracle de Zeus à Dodone. Les unes comme les autres de ces éditions sont en réalité très différentes dans leur projet, dans leur présentation, comme dans le choix des thèmes photographiques de l'album Odysséen. Dès lors, on peut se poser la question de savoir si l'on observe dans l'album Odysséen une spécificité du discours photographique associé à l'album en particulier. Boissonnat n'y a-t-il participé qu'en collaborateur, au service du maître à penser, comme quelques années plus tôt, Madame Victor Bérard. Et c'est un point qui m'a également intéressé d'entendre ce matin de la part d'Étienne Bérard. On sait en effet que dans sa préface à son célèbre ouvrage, donc Les Phéniciens et l'Odyssée, auquel il a déjà été fait allusion plusieurs fois, Bérard remercie sa femme, Madame Victor Bérard. Elle prit les photographies de tous les sites et dessina les vues de côtes et de mer. À la page 3 de la préface, il précise, outre les photographies reproduites dans ces deux volumes, elle m'a fourni des centaines de documents. En voici deux exemples. La ville d'Alkynos, et alors là vous voyez la légende, la mention, le crédit photographique, qui est clairement affiché. Et je reconnais là, on a évoqué ce matin le Victor Bérard, homme politique, homme de son temps, républicain, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a ici une attention particulière portée aux femmes, je vais peut-être un peu loin, j'extrapole, mais au moins l'ensemble des idées, une attention portée, puisque Madame Bérard avait passé un baccalauréat, ce qui était évidemment tout à fait remarquable, ici dans cet ouvrage, nous voyons que
la femme occupe une place tout à fait importante. Une deuxième photographie, les jardins de Paleo Castrizza et la ville d'Alkinoos. De nouveau, vous voyez qu'il est fait référence, j'espère que vous ne le voyez pas très bien, mais ça n'est pas en rapport avec les problèmes techniques. Il est fait de nouveau référence à la photographie de Madame Victor Bérard. Ici, la photographie est strictement documentaire. Elle est décrite dans une légende détaillée, une fois posée la fausse évidence de l'identification avec la ville d'Alkinoos. Les différents plans sont précisés et ce point me paraît tout à fait ici important. Et nous voyons dans cette seconde image la succession des plans jusqu'à l'infini, ici à travers tous ces caps successifs. Ça me paraît également un point important à souligner parce qu'on va le revoir dans l'album Odysséen. Caps successifs pour franchir, pour se détacher peu à peu du réel vers une projection imaginaire. Et nous avons ce procédé de la multiplication des plans dans l'art photographique de Boissonnat, dans l'album Odysséen. Et ça me paraît un point important. Il y a là une parenté de discours photographiques entre Madame Bérard et Monsieur Boissonnat. Alors, au centre, on imagine la personnalité écrasante de Victor Bérard, mais il y a en tout cas une piste de réflexion, me semble-t-il, à explorer. Alors, quel est le projet maintenant ? Ces photographies ne sont pas sans exprimer donc un talent certain. Quoi qu'il en soit, cette invention d'une Méditerranée étendue aux deux rives et à ses confins est portée par le discours photographique de Boissonnat selon 3 modalités qui sont autant de processus. Et c'est un point sur lequel je voudrais insister brièvement. Les 3 grands projets de l'album Odysséen mettent en œuvre 3 processus premièrement de déshellénisation de la Méditerranée, d'une forme de désanthropisation et de sa déshistoricisation. Bon, ne me veuillez pas de ces termes, dont j'ai pu vérifier au passage le caractère. Pour l'anecdote, la déshellénisation est attribuée à Benoît XVI et la désanthropisation est un terme connu des écologistes, comme vous le savez. Premier processus, mais il rend bien compte, me semble-t-il, de ce qui se passe dans l'album, qui est l'écho ou une construction parallèle à ce que l'on voit dans les navigations d'Ulysse. Et ça, c'est un point. L'originalité de cet album me paraît tout à fait remarquable. Il n'est pas l'illustration des navigations d'Ulysse, il construit un autre discours. Et c'est ça qui me paraît passionnant. Et effacement de la présence grecque, tout d'abord. C'est un paradoxe absolu. Pourquoi ? Parce que Ulysse n'est-il pas l'homme grec par excellence, hein, et cet effacement de l'homme grec est le résultat de plusieurs choix traduits dans la photographie. Premier choix, bérardien celui-là, le choix de l'Odyssée et non pas de l'Iliade. Hein. On n'a pas beaucoup insisté en réalité sur ce point-là, comme s'il paraissait évident que Bérard se fût intéressé à l'Odyssée mais pas à l'Iliade. En tout cas ici, dans cet album et dans les navigations d'Ulysse qui sont quand même un point écrasant. Il me semble que ce choix permet à Victor Bérard de faire l'économie de toute illustration archéologique de son discours qui aurait inscrit matériellement et visuellement la présence grecque dans le sol. Il aurait pu, à travers notamment l'exemple de Mycène, qui est connu, on a rappelé ce matin également les fouilles d'Heinrich Schliemann, on a évoqué Troie, il y avait en Méditerranée les marqueurs de la présence grecque, les marqueurs, les ruines, les vestiges matériels. Il est bien question d'Ithaque dans les toutes premières photographies de l'album. Hein, dès les 2 premières photographies, ici Ithaque et Samé la Haute, mais ici c'est pour mieux contester en réalité les preuves entre guillemets archéologiques apportées par Dörpfel, l'archéologue allemand avec lequel il engage la polémique. Et nous avons vu également ce matin et cet après-midi combien la querelle avec la science allemande est importante. Il est ici intéressant de voir qu'elle trouve une expression photographique, mais cela n'ira pas en réalité plus loin que cela. À l'exception d'Ithaque près, on ne trouvera dans l'album aucun marqueur visuel d'un espace hellénisé, ce qui est logique puisqu'à l'image d'Ulysse, on va jusqu'aux confins du monde et à la rencontre des différentes formes d'altérité plus ou moins prononcées. Elle était annoncée, on l'a vu en commençant, quand Victor Bérard voit dans les rives siciliennes, algériennes et marocaines cette Phénicie de l'Occident.
Mais pour autant, cette altérité, l'est-elle encore d'ailleurs, n'est pas caractérisée avec beaucoup de force, et c'est un autre point sur lequel je voudrais insister. Comme on le voit notamment sur les deux images qui représentent la grotte de Calypso, les deux images suivantes, localisées par Victor Bérard à Gibraltar. Vous en avez ici une vue générale, une vue plus rapprochée. On notera qu'ici, les gens des citations viennent en renfort de l'identification de la grotte, mais il n'y a aucune caractérisation en réalité de l'autre, de l'une comme de l'autre, et n'est pas circonscrite, cette absence de caractérisation, de l'autre comme autre, n'est pas circonscrite aux lieux et paysages, mais est vrai aussi des hommes. Et je voudrais simplement attirer votre attention sur cette autre photographie qui montre les arbres de Calypso. Ici, il est tout à fait surprenant, je pense qu'on le voit, de voir le dialogue noué sous l'arbre de Calypso par un indigène, comme on rencontre le terme sous sa plume de temps en temps, avec son âne ou son mulet. Et on observe donc ici une double indétermination de l'image, du lieu comme de l'homme dialoguant avec son âne. Parfois, cependant, il est vrai, une forme d'altérité est plus marquée. Elle prend alors trois formes, animale, végétale et vestimentaire. En Tunisie, au pays des lotophages, nous sommes en réalité aux confins de ce que Victor Bérard peut accepter, et Boissonnat avec lui, comme altérité. Et en fait, cette Méditerranée est une Méditerranée partagée, une Méditerranée commune. C'est ce point que je voudrais insister une nouvelle fois. Alors, cette altérité relative, cette note exotique est caractérisée par la présence du dromadaire, par l'existence de ces palmiers qui sont omniprésents, mais vous voyez qu'on en a ici aussi, et des indigènes en Burnou, au second, voire au troisième plan. Des femmes sont également représentées, expression peut-être d'une humanité non moins accomplie, mais elle ne se fait pas ici moins discrète. La présence des femmes l'emporte dans l'album odysséen de manière très spectaculaire sur la représentation des hommes. Alors, je ne sais quelle signification il faut accorder à cette présence des femmes. On les rencontre très souvent à la source, et on voit se poser, me semble-t-il, un universel arraché à l'histoire du genre, puisque femme à la source serait à ce moment-là le contraire d'une construction sociale, qui renvoie peut-être à cette idée justement d'arracher au temps de l'histoire cette Méditerranée dans laquelle la femme finalement occupe une place importante. Au-delà de cette déshellénisation, qui est un rééquilibrage avec les Phénicies orientales et occidentales, c'est un second processus qui est mis en œuvre, non moins indispensable à cette invention de la Méditerranée en soi et pour soi, conforme au projet d'Ulysse ou plus encore à celui de Victor Bérard, sa désanthropisation. L'homme, au sens de l'anthropos, paradoxalement est le grand absent de l'album. Conséquence du raisonnement suivant, si Ulysse est notre père à tous, comme maître de la capacité technique, c'est ainsi que les Grecs le définissent, sur le thème la techné, c'est l'homme, alors revenir à une forme primitive, c'est aller en deçà de cet équipement technique qui fait l'être humain accompli. Et j'étais intéressé ce matin d'apprendre aussi le rôle qu'avait joué Victor Bérard dans la mise en place et le soutien d'un enseignement technique et l'importance apportée à ce type d'enseignement, parce que lorsqu'il nous promène, si je puis dire, lorsqu'il nous transporte en Méditerranée pré-technique, finalement, il nous transporte dans un espace imaginaire qui est pré-hellénique, mais qui va lui permettre justement de construire la Méditerranée peut-être sur des bases nouvelles. Mais ceci passe par une déconstruction. Le choix d'une forme d'inhumanité est privilégié, Calypso, Circé, Polyphème, conforme au texte homérique, certes, mais les modalités de cette désanthropisation sont les suivantes. On observe tout d'abord dans l'ensemble de l'album odysséen une présence très discrète de la figure humaine. On en a déjà vu quelques exemples tout à l'heure, car même s'il existe des exceptions, on l'a déjà vu, elles sont rares et ne placent jamais la figure humaine au premier plan, contrairement à bien d'autres productions de Boissonnat. C'est pour ça que je voulais évoquer avec vous tout à l'heure rapidement l'autre Boissonnat, celui qui travaille avec d'autres auteurs, qui construisent une autre image de la Grèce ou de la Méditerranée,
parce que là, il y a une tension très intéressante dans le travail du photographe entre ces différentes positions. Alors justement, à propos de position, on observe, lorsque présence humaine il y a dans l'album odysséen, que l'homme est toujours représenté en position arrêtée. Comme on le voit sur cette représentation de la source Aréthuse, on privilégie aussi la vue en plongée, en l'occurrence, et là, comme on a pu l'observer déjà une fois, Boissonnat privilégie aussi le second plan, voire la multiplication des plans conduisant justement à un état naturel pré-humain ou pré-anthropique. Et c'est là qu'il y a finalement entre les images de Madame Bérard et les images de Boissonnat une parenté thématique en tout cas. Ici, donc, nous sommes à Fères et les blés de la plaine sont représentés, mais vous voyez que l'activité technique est très faiblement représentée. Les hommes sont dans une position figée. Certes, la photographie de l'époque rend difficile la représentation de l'action et du mouvement, puisqu'on est obligé de poser, mais malgré tout, il y a là un choix technique. On observe également l'effacement de presque toutes les productions humaines. Et ça, c'est un point qui me paraît aussi important dans l'album odysséen. L'architecture est des plus limitées. Rappelons qu'à la même époque, Leni Riefenstahl, et comme d'autres d'ailleurs, exalte l'architecture grecque selon des plans audacieux, des cadrages nouveaux, des contrastes très forts. Ici, c'est le silence complet. Vous voyez ici une maison isolée sur le chemin d'Aliféra. Bien qu'elle se trouve au centre de l'image, elle est particulièrement estompée. Autre exemple, le palais, le manoir d'Alkinoos à Kastritsa, qu'on observe ici sur le promontoire, mais à ces rares exceptions près, que voit-on également la photographie, la représentation de l'habitat troglodyte associé évidemment au cyclope. Autre représentation, cette fois la cour de Polyphème. Nous sommes donc dans un état pré-technique, qui est celui évidemment de l'espace que parcourt Ulysse, et peut-être plus singulière encore par rapport au texte, homérique, la maison de paille convoquée pour illustrer la maison de Circé, dont on nous dit pourtant dans le texte homérique qu'elle est bien bâtie. Vous voyez ici, le texte grec est intéressant parce qu'il contraste avec ce qui est représenté dans l'image. Ils trouvèrent dans un val, en un lieu découvert, la maison de Circé aux murs de pierre lisse. Autre exemple qui nous renvoie à un état pré-hellénique de cette Méditerranée parcourue par Ulysse. Ici, une hutte de bois et de maison de pierre. Il est intéressant donc de voir quelle est, alors avec ce seul commentaire d'ailleurs sur cette double photographie, sur ces deux photographies sur cette planche unique. Ici, de nouveau, nous revenons à un état pré-technique ou un état qui ancre cette Méditerranée dans une dimension ethnographique, et nous avons également vu l'intérêt que portait au même moment Bérard à ces questions-là. Si l'on reprend la photographie de Cumes qui a déjà été présentée par Claude Pouzadou ce matin, certes, nous avons les ruines de l'acropole au premier plan, mais elles sont excentrées sur la gauche, et le point de vue principal n'est pas celui-ci, il est le Marais, le seul qui intéresse en définitive Victor Bérard. Autre exemple, celle d'un escalier ruiné, ou encore de Naxos vu de Taormine. Il est très intéressant ici, de nouveau, de voir que l'architecture, cette production humaine par excellence, est non pas totalement absente, mais totalement estompée dans cet album odysséen. Il aurait pu, après tout, puisqu'on a parlé du mégaron mycénien tout à l'heure, on a très bien pu photographier, mais nous ne serions plus à ce moment-là dans les voyages d'Ulysse, mais nous serions il aurait pu photographier un mégaron mycénien, mais nous serions alors non plus chez Ulysse, mais dans l'Iliade.
Le dernier point sur cette présence-absence de l'architecture, cette métaphore de la colonne appliquée aux éléments naturels, avec ce commentaire donc sur les colonnes du ciel. Autre grand absent, l'artisanat. Vous n'avez pas de photographie de production d'objets, pas de mise en valeur de savoir-faire, je laisse de côté le savoir-faire architectural, un comble quand on sait donc le rôle qu'Ulysse au milieu tour a joué dans l'affirmation de cet artisanat. L'agriculture, elle aussi, n'est que très faiblement représentée. On a vu la photographie de fer tout à l'heure, et ici, le commentaire nous dit que, la légende nous dit les bœufs du soleil. Nous avons donc une scène de labour qui paraît également figée dans le temps, qui n'est pas non plus le premier plan, quoi qu'elle apparaisse, le premier plan en tout cas réel, puisque là encore, ce qui est important, c'est ce qui est représenté à droite ici de l'image. Autre activité humaine reliée à ces activités agricoles et piscicoles, ici, la pêche. C'est une activité qui est très rarement représentée ici. La pêche du thon après le massacre est bien représentée naturellement, mais ici, le thon, c'est l'homme. Il existe quelques exceptions, cependant, à cet effacement de l'homme et de ses productions. Je pense notamment à la représentation au second plan du port de Messine avec la vue de ces maisons. Mais au-delà de l'effacement de ces actions, de ces productions, et c'est le point sur lequel je voudrais développer en troisième lieu, c'est le temps même de l'action qui est aboli au profit de la contemplation à grand renfort de vue générale immobile et de citation. Ici, par exemple, nous avons la vue du port à Lipa. J'enchaîne rapidement les photographies parce que je vois que le temps file. Le texte homérique nous dit « Il allait, admirant les ports ». Nous voyons également la ville ici et les ports des Phéaciens. Cette représentation de l'immobile, du permanent, est la dernière caractéristique de cette production photographique. C'est le dernier point, donc, cette affaire, ce choix, cette préférence portée au temps long, à la figuration du temps long, voire à l'Uchronie. Il représente le troisième et dernier grand processus présidant à cette invention de la Méditerranée, avec pour conséquence ultime de l'extraire du champ de l'histoire. Et alors ce choix du temps long, voire de l'Uchronie, passe par plusieurs éléments qui sont récurrents dans l'album odysséen, et qui sont sans rapport avec une possible progression d'Ulysse dans ses périples et pérégrinations. C'est ça qui me paraît important, c'est que quel que soit le moment auquel vous prenez cette imagerie, que vous l'analysiez, elle peut s'analyser de manière structurale parce qu'il n'y a pas une construction de l'image qui s'accorde totalement avec la construction des subdivisions que j'ai évoquées tout à l'heure, mais après tout c'est un point qui peut être discuté et qui reste à explorer plus avant. Ce choix du temps long s'exprime donc de diverses manières, par la représentation de l'insularité, on l'a vu tout à l'heure, symbole, métaphore omniprésente de l'éternité ou de la permanence, renvoyons aux structures anthropologiques de l'imaginaire de Gilbert Durand par exemple. C'est vrai du royaume de Leucade ici, mais du royaume des îles, vous avez de manière donc récurrente la représentation des îles. Du royaume des îles. La mer ionienne, par excellence, c'est celle qui abrite Ithaque, mais ici, autre point important, nous sommes ici sur la représentation du port de Circé dont on a vu une évocation là encore ce matin. On observe l'option de représenter les éléments liquides eux-mêmes, l'eau, la mer ou le lac, sur le mode de l'immobilité ou de la permanence. Donc insularité d'une part, représentation des éléments liquides, non pas sur le mode de l'élément déchaîné, mais de l'élément immobile, de l'élément voire stagnant, puisque le marais est présent, mais le marais, on a vu aussi qu'il servait à l'identification des lieux présumés parcouru par Ulysse. Ici, donc, le port de Circé immobile comme un miroir. Les eaux dormantes du port ici qui sont commentées par la citation odysséenne. Autre exemple, les eaux mortes de l'Averne.
au point, ces homorphes, de pétrifier ceux ou celui qui les parcourt. Et vous avez ici l'évocation du croiseur pétrifié, le Caravi, qui est une autre représentation de cette immobilité, de cette pérennité de l'état liquide qui n'est que très rarement déchaîné. L'eau peut être représentée selon une autre modalité, c'est l'eau ruisselante. Et nous avons ici les sources associées à la grotte de Calypso. La présence des 4 sources permet évidemment à Victor Bérard de proposer l'identification de la grotte de Calypso. Ruisselante, elle est un mouvement continu qui n'est pas comparable donc à la représentation d'une mer déchaînée, grande absente de l'album Odysséen, à quelques rares exceptions près. Ici, donc, le rocher de Scylla. Et enfin, on trouve une autre expression dans l'album, une autre expression photographique du temps long, à travers donc la représentation du temps ralenti ou arrêté, à travers les pauses. Pause dans tous les sens du terme. Ici, cette illustration est tout à fait intéressante. Comment légender le repos sous le flanc du croiseur, ces hommes allongés, sous cette bâche qui est peut-être un élément de la voile. Mais vous voyez de nouveau un dispositif simple, représenté, pré-technique, en contradiction avec la légende même ici. Autre point, tout ce qui relève de la guette. On a évoqué aussi tout à l'heure ce thème de la guette. Il est mis en image à plusieurs reprises dans l'album Odysséen. Vous en voyez ici plusieurs exemples à Céphalonie. Autre exemple ici, donc vue de la guette, une fois encore, vue surplombante, dominante, qui n'est pas évidemment sans rappeler le savoir-faire de Fred Boissonnat, grand alpiniste par ailleurs et photographe des Alpes. Vous avez aussi mention d'autres éléments, la guette et la rade, autre expression de ce temps aboli ou seulement arrêté, avec de nouveau cet exemple du port tranquille, qui a été illustré là aussi ce matin. Soulignons aussi la présence récurrente des caps, des passages, des passes, la passe ici aux 2 pierres. Enfin, une forme ultime d'abolition du temps à travers la photographie de la mort. Alors même si elle entretient un rapport avec le texte homérique toujours, il me semble que le discours photographique ici construit une forme de permanence qui l'émancipe du texte lui-même. Mort des arbres, mort associée au saule de Perséphone, mort du pays même, ici, avec cette dernière évocation du Lucrin et du pays des morts. Alors, on voit à travers cette série d'exemples trop rapidement présentés, mais je voulais simplement ici esquisser quelques pistes de réflexion pour rendre à cet album odysséen son étrangeté. Il me semble qu'il tranche très régulièrement avec cela. Alors, en conclusion, on voit à travers cet album odysséen se dégager l'image d'une Méditerranée nouvelle, émancipée de ces représentations traditionnelles dont on a vu qu'à la même époque, elles étaient largement représentées. Trop longtemps inscrites dans l'histoire des hommes, le feu de leurs actions, la transformation des paysages. Rien de tout cela. Pas de feu de l'action, pas de transformation des paysages, pas d'histoire des hommes. Une Méditerranée donc du temps long, voire de la permanence, redéfinie dans ses frontières comme dans sa finalité, comme un espace intégrateur autour d'une figure, alors qui est peut-être au second plan, mais qui est finalement la clé peut-être de cela, le méditerranéen. Et le débat de ce matin prolongé cet après-midi sur le caractère pro-colonial, enfin colonialiste ou anticolonialiste de Victor Bérard, qui apparemment n'est pas tranché, me paraît intéressant ici, parce qu'il me semble que Victor Bérard ouvre une voie à une Méditerranée, un espace méditerranéen unique qui déplace finalement le centre de gravité de l'Europe, non plus des Balkans et de l'Europe centrale, mais vers la Méditerranée. Peut-être rejoint-on là, en tout cas, le projet politique de Victor Bérard. De ce point de vue, et je terminerai sur cette illustration, le contraste est ici radical avec l'expérience inaugurée une année seulement après la publication de l'album Odysséen du voyage en Grèce, dont l'étude a été si bien orchestrée et conduite par Sophie Bache il y a quelques années, Athènes, publication en 2006,
Ulysse, et qui est comme un retour, en définitive, aux fondamentaux classiques, après l'expérience si originale, conduite tout à la fois par Victor Bérard, on l'a vu tout au long de la journée, mais aussi avec le concours d'un Fred Boissonnat qui sait conserver une forme d'originalité dans le dialogue constant qu'il a eu avec Victor Bérard dans cette aventure odysséenne. Je vous remercie. Merci beaucoup Philippe. Effectivement, ces derniers mots que tu as prononcés sur cette impression d'étrangeté, c'est vraiment ce qu'on ressent en regardant ces photos, en les voyant défiler. Et je repensais aussi à la citation que Corinne faisait ce matin de Philippe Jagotet, qui parle avec une certaine condescendance et même de mépris de ce bon Boissonnat. Eh bien, c'est vraiment pas... voilà, rendons justice à Frédéric Boissonnat, ça n'est pas du tout ce bon Boissonnat dont parlait Jagotet. Ce que Georges Tolias nous a remarqué aussi, toutes ces photos ont l'air d'être prises vers 5 h du matin. Oui, alors, soit 5 h du matin, soit, oui, alors ça, on le dit parfois dans le texte du voyage, justement, enfin des navigations d'Ulysse. Hein, c'est parfois précisé, oui, tout à fait. Oui. Voilà. Merci infiniment à tous. Donc il y a maintenant une réception, un buffet. On a tout le monde et les orateurs en particulier ont